bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de passer ces 45 minutes avec vous et merci encore, Mickaël, d'être avec nous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que je partage mon écran et comme ça, on va pouvoir démarrer. Hop, alors, c'est parti. Normalement, là, vous voyez bien tous mon écran. Du coup, aujourd'hui, pour ce Maestrix, on est là pour parler du no-code et pour parler du no-code surtout dans les grandes organisations. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. L'objectif, c'est un échange avec Mickaël pour qu'il puisse nous partager, lui, son vécu, ce qu'il a pu voir dans les différentes organisations dans lesquelles il était et pour lesquelles il a pu bosser. Je vais peut-être juste revenir sur le pourquoi est-ce qu'on a choisi ces sujets avec Mickaël. C'est parce que quand on parle du no-code, pour beaucoup, on pense qu'aux startups, alors que c'est pas que pour les startups. Oui, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres problématiques, mais c'est important aussi de pouvoir parler de ce qui se passe dans les grands groupes, dans les grandes organisations. Du coup, comme je vous le disais, c'est un échange avec Mickaël, mais vous pouvez aussi participer en posant toutes vos questions dans le chat sur votre écran. Et on est là et on a une équipe pour répondre à vos questions et je pourrais lire aussi certaines questions à Mickaël pour qu'on puisse répondre en direct avec vous pendant ces 45 minutes. Je vais peut-être me présenter et expliquer qui on est chez Maestro et ce qu'on fait et pourquoi est-ce que je dis un Maestrix alors qu'on s'appelle Maestro. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Joséphine. Je suis en charge de la pédagogie des écoles du campus Maria. Donc oui, là, je vous embrouille complètement. Maria, Maestro, Maestrix, mais tout va bien, restez avec moi. Maria fait partie d'un campus d'école qui s'appelle... Maestro, pardon, fait partie d'un campus d'école qui s'appelle Maria, qui regroupe plusieurs écoles avec une même pédagogie et qui aborde des thématiques différentes. Maestro, c'est l'école du product management et de la tech. Et on organise toutes les semaines des events qu'on appelle des Maestrix. Donc voilà, maintenant, vous avez normalement les idées claires sur qui et quoi. Et donc, l'objectif de Maestro, c'est de pouvoir former toutes les personnes qui ont envie de devenir product manager et qui ont envie de se former à des thématiques de la tech, d'où le no-code et d'où notre event d'aujourd'hui. Je vais peut-être rapidement, parce que l'objectif, c'est pas tant de vous partager vous parler de nos différents programmes, mais juste pour que ça vous donne un peu une vision de ce qu'on propose chez Maestro et des différents produits qui existent. Quels que soient les programmes, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre en faisant, avec beaucoup de mise en pratique, avec beaucoup de cas. Donc, comme je vous le disais, on a des formations qui sont pour devenir product manager. On a aussi la formation no-code et ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est un format hybride avec à la fois des sessions en ligne pendant plusieurs semaines le soir, mais aussi des hackathons sur 3 jours qui sont là en présentiel. Évidemment, tous ces programmes, si vous avez la moindre question, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous partagerai aussi le mail d'Ozvan qui gère les admissions des programmes. Comme ça, vous pouvez un peu comprendre ce que Maestro propose. Et évidemment, je vous ai mis en bas à gauche le lien pour retrouver notre site si besoin. Donc là, les dates des prochaines formations, comme je vous le disais, il y a la prochaine promotion no-code qui est le 12 octobre. Donc ça vous laisse quelques jours, quelques semaines pour pouvoir encore vous inscrire et en faire partie si vous le souhaitez. Et bien également, je vous ai aussi remis les différentes dates des autres programmes si jamais ça vous intéresse ou vous avez des proches que ça intéresse. Et puis la jolie tête d'Osvan qui sera ravie de répondre à toutes vos questions. Voilà, j'ai présenté Maestro, j'ai présenté très rapidement qui j'étais et promis, Mickaël se présentera aussi par la suite. L'objectif là avec Mickaël, c'est que vous puissiez vous présenter, vous puissiez nous dire qui vous êtes. Est-ce que vous travaillez dans le produit? Est-ce que vous êtes des no-codeurs? Est-ce que vous avez envie de devenir des no-codeurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes inscrit à ce webinaire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et est-ce que vous travaillez en grand groupe? Est-ce que vous êtes plutôt des startups? Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous lancez votre boîte? Enfin bref, dites-nous dans le chat qui vous êtes pour qu'avec Mickaël, on puisse aussi adapter les questions et que Mickaël puisse vous partager de son expérience et son savoir en fonction de vous, votre profil. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse démarrer et rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais arrêter mon partage d'écran et on va pouvoir démarrer cet échange avec Mickaël. Mickaël, est-ce que j'ai raté des informations clés avant qu'on démarre, tu penses? Non, je pense pas. Non, non, c'était bien. C'était une bonne synthèse à mon avis. Eh ben, merci encore, Mickaël, d'être avec nous. Et puis, merci à vous tous d'être là. J'ai vu aussi des noms d'alumni, donc ça fait trop plaisir de vous retrouver. Ce que je te propose, Mickaël, c'est que tu puisses peut-être démarrer en nous expliquant qui tu es, vaste question, mais surtout, quel est ton parcours?
Oui, allez, c'est parti. Donc, Mickaël, j'ai 43 ans. Je suis tombé dans le no-code, low-code à une époque où ça s'appelait pas encore comme ça, 2015, pour un projet perso. Alors, à l'époque, il y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Moi, j'avais utilisé Chatfuel, Zapier, IFTT, WordPress. C'était vraiment l'outil phare à cette époque, ça l'est encore hein, d'ailleurs. Et puis voilà, sur un projet perso qui a évolué par la suite, je suis passé sur d'autres projets, les miens et puis ceux de clients. Et finalement, en 2020, bah, comme beaucoup de personnes, je pense que je me suis interrogé après 2 mois de confinement sur ce que j'avais Mm. vraiment envie de faire professionnellement. Perso, j'avais plus envie de retourner travailler dans un bureau, je voulais travailler de chez moi, 100% en télétravail. Et ben, je me suis interrogé sur ce que j'étais capable de faire et ma passion, ça a toujours été de développer des choses. J'ai toujours eu envie de pouvoir programmer des choses. Du coup, ben, je me suis lancé bah, vraiment à fond dans le no-code, low-code. Alors c'est pareil, ça portait pas encore cette étiquette-là. Et depuis 2020, en fait, je fais du no-code, du low-code à plein temps, principalement pour des grands groupes comme Veolia, Valeo, Air Liquide, Dalkia, IDEX, Noroto, Carrefour, etc., etc. Puis il y a plein d'autres encore. Trop bien. Et qu'est-ce qui... Enfin, déjà, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ta définition du no-code et du low-code? Ma définition. Pour moi, le no-code, c'est un peu le Lego du développement logiciel, développement web. En fait, on va assembler des blocs qui sont déjà constitués sans avoir à se soucier de la sécurité des données, sans avoir à se soucier de l'authentification, des choses très complexes que les ingénieurs logiciels ont fait pour nous. Voilà. Donc on assemble des pièces, il faut juste assembler les bonnes pièces ensemble. Et le low code, en fait, bah, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir bah, décortiquer un petit peu ces briques et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Super intéressant. Et tout à l'heure, quand tu nous parlais de ton parcours, tu disais... Enfin, tu sais coder, toi, c'est ça? Bah, j'ai appris du coup, hein, parce que 2015, ouais, mes connaissances en programmation, enfin en informatique, elles dataient de déjà une quinzaine d'années. Donc le monde ce monde-là avait bien évolué. Donc il a fallu que je me forme, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant avec des personnes, avec des vrais développeurs, j'avais l'impression de me faire avoir. Je comprenais pas toujours ce qu'ils me disaient, et voilà, ça me faisait un peu peur de me faire avoir. Donc je me suis formé. J'ai passé à peu près 2 ans de formation, alors en autodidacte, pas dans un centre de formation, mais vraiment en autodidacte avec tout ce que j'ai pu trouver, notamment aux États-Unis, parce que c'est là-bas qu'on trouve les formations vraiment très costauds, voilà, avec des certifications assez reconnues. Et voilà, bah, aujourd'hui, je suis un développeur JavaScript, donc back-end, front-end, et j'utilise ces connaissances-là pour faire du no-code, du low-code. Et est-ce que tu penses que pour faire du no-code, low-code, est-ce que c'est important d'avoir une base de code? Est-ce que toi, c'est ce que tu as voulu rajouter à ton arc, mais en fait, que ça peut aussi se faire sans? C'est quoi ta vision là-dessus? Je pense que ça va dépendre un peu de ce qu'on a envie de faire. Mhm. Bah, de son métier en fait, hein. Ce qu'on appelle les citizen developers, bah, c'est Google qui a inventé ce terme-là. Citizen developer, en fait, c'est les salariés d'entreprises qui ont besoin bah, d'automatiser certaines tâches ou peut-être de créer des petits outils pour se faciliter la vie. Je pense que ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir des connaissances très poussées, puisqu'aujourd'hui, il y a des outils très simples qui permettent de faire ça. Donc, juste comprendre comment l'outil fonctionne, je pense que c'est largement suffisant. Par contre, ceux qui voudraient aller un peu plus loin et développer des applications web un petit peu plus poussées, où il y a déjà un peu plus de logique, où il faut gérer la base de données, Mhm. bah là, sans les connaissances de base du développement logiciel, du développement web, bah, ça va commencer à devenir compliqué, parce que ne serait-ce que des connaissances en algorithmie, bah, c'est juste indispensable pour savoir comment on fait les choses, comprendre comment une base de données fonctionne pour savoir bah, en créer une, savoir l'architecturer et savoir comment on fait des requêtes à cette base de données. Ok, super intéressant, super clair. Petite question, tu nous disais aussi que du coup, toi, tu t'étais spécialisé dans tout ce qui était grands groupes. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement aussi d'aller vers ces cibles-là? Pourquoi les grands groupes? Et ouais, là-dessus, c'est quoi ton retour d'expérience? Moi, c'était un peu par hasard quand même, hein, parce qu'au départ, j'ai travaillé principalement pour des startups, des PME, voire des TPE, pour leur digitalisation. Et puis, j'ai rencontré le patron d'une ESN
qui cherchait des développeurs. On s'est assez bien entendu, même génération, on est originaire du même endroit. Enfin voilà, on a copiné un petit peu. Et puis il avait besoin de quelqu'un. Il m'a filé une première mission, ça s'est bien passé. Et puis voilà, ça s'est enchaîné et ça a duré pratiquement jusqu'à aujourd'hui, quoi. Super intéressant. Après, voilà, l'expérience, enfin le retour, c'est parfois un peu frustrant de travailler pour des grands groupes parce que c'est assez cloisonné. C'est quand même assez rare de gérer un projet dans sa totalité. On n'a pas accès à toutes les informations. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien travailler pour des petits projets, pour des startups ou des TPE où je vais gérer l'ensemble du projet, vraiment de A à Z. Donc vraiment de la naissance de l'idée jusqu'au développement et déploiement même du produit. Ouais. Oui, ça peut carrément se comprendre. C'est des structures qui sont beaucoup plus grandes. Du coup, par un moment, c'est plus compliqué de tout gérer en effet. Et si on revient peut-être sur le démarrage en no-code, low-code, en grandes organisations, est-ce que tu as un peu des recommandations de comment est-ce qu'on démarre, de comment est-ce qu'on lance? Est-ce que tu as un peu aussi ces sujets de c'est quoi les grands enjeux que tu as rencontrés au démarrage d'un projet là-bas? Alors ça dépend des structures. Alors dans toutes les grandes organisations, il y a des DSI, les directions informatiques, enfin direction des systèmes d'information. C'est assez bien structuré. Ils veulent tout maîtriser, vraiment de A à Z, et ils ouvrent très rarement le champ des possibles. C'est eux qui choisissent les stacks. Donc les stacks, c'est les outils mis à disposition. Euh, Ils aiment bien faire partie des réunions de développement, etc. Quand il y a un propriétaire métier, donc ça peut être un chef de service, ça peut être un collaborateur qui demande un développement. Soit c'est fait en interne, soit on va chercher une ressource en externe, rédaction du cahier des charges, etc. Mais la DSI est toujours, enfin, il y a toujours quelqu'un de la DSI qui est là pour gérer le projet et surtout pour émettre toutes les contraintes possibles, imaginables, contraintes techniques. En fait, le rôle d'une DSI, ce que moi j'en pense, ce que j'ai pu voir, je connais pas non plus l'étendue de leur métier, mais ce que j'ai pu voir, c'est que la sécurisation et la confidentialité des données, c'est un enjeu hyper important pour eux. J'ai eu à former aussi des directeurs de services informatiques et c'est vraiment, ça renaît toujours en boucle en fait. C'est presque une obsession pour eux de mettre à disposition les bonnes informations, mais aussi réussir à les sécuriser, à les confidentialiser. Mm. Bah, c'est Donc sûr ça explique aussi que pourquoi voilà, la stack elle peut être limitée. ouais. Oui, pour pas qu'il y ait de fuite et que tout soit RGPD et que tout soit OK là-dedans. Ouais. Et si on reprend un peu les différents projets que tu as menés, évidemment, tu en as eu plein, donc tu vas pas pouvoir tous nous les partager ou tous revenir dessus. Mais dans les différents projets que tu as menés, généralement, tu as été appelé et tu as intervenu sur quel problème ou pour quelle thématique à résoudre? Principalement, tous les développements que j'ai fait, c'était des applications métiers, donc c'était vraiment interne, interne au service. Ça sortait, je crois qu'il n'y a aucune application que j'ai développée qui sortait en fait du champ de l'entreprise. Bien souvent, c'était pour la collecte de données et l'automatisation de la collecte de ces données. Par exemple, bon, je vais pas citer les noms des entreprises parce que ça reste assez confidentiel ce que j'ai pu faire, mais une entreprise avait besoin de créer une application pour collecter les j'ai oublié le terme, mais tout ce qui est les dépenses en fait des collaborateurs. Donc il fallait qu'ils puissent avoir accès à un formulaire, enregistrer, déclarer pourquoi ils avaient fait cette dépense et fournir la pièce justificative. Donc bon, rien de bien difficile, mais avec toutes les contraintes techniques qu'il pouvait y avoir autour, c'était ouvert à plein de services, donc il fallait que ça soit fluide et facile à utiliser pour n'importe quel collaborateur. Voilà, généralement c'était ça en fait, c'est de simplifier le travail des collaborateurs. Ils ont beaucoup de données à gérer. Par exemple, les métiers du chiffre, tous ceux qui font de la gestion, comptabilité, tous ceux qui sont dans la finance, etc. Ils ont des volumes de données qui sont énormes. Bien souvent, quand ils utilisent Sheet ou Excel, on arrive aux limites de ce que l'outil est capable de gérer. Donc, simplifier ça en fait. Mm, Récupérer des données, les concaténer, les filtrer pour en ressortir quelque chose d'utile. d'accord.
Super clair. Et est-ce qu'avec toutes les missions que tu as faites aussi, est-ce que tu as un peu dressé, tu vois, la liste des erreurs à pas faire quand interviens et quand tu démarres un projet en no-code, low-code? Oui, l'un des derniers projets, là, j'ai terminé ça il y a à peu près un mois. Vraiment le gros problème que j'ai pu avoir, c'est de pas pouvoir discuter avec l'ensemble des utilisateurs. J'ai pu discuter uniquement avec la propriétaire métier, donc celle qui avait fait la demande de ce développement, mais en sachant qu'il y avait d'autres personnes, c'était à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes qui allaient utiliser cet outil-là, et j'ai pas pu discuter avec eux. Et en fait, c'était assez biaisé le retour du propriétaire métier. Ouais. Donc le développement que j'ai fait, c'était par rapport à ce qu'elle m'expliquait, mais ça correspondait pas aux besoins de l'utilisateur final. Oui, donc ce qui est assez intéressant là, c'est de se dire que quand on démarre un projet, en fait, le but, c'est aussi d'essayer de communiquer avec toutes les parties prenantes et toutes les personnes qui vont être impactées pour être sûr de comprendre les enjeux de chacun et de Ouais. comprendre l'utilisation de chacun pour que ça soit optimal et qu'un projet puisse être successful. J'arrive pas à trouver le mot Ouais, français. c'est ça. Ouais, Mais c'est ça. En fait, c'est c'est ça, le b.a-ba du product. ouais. B.a-ba du product, mais voilà, c'est la théorie et dans la pratique, bah voilà, des fois, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, quoi. C'est super clair. Euh, Peut-être aussi, on peut là revenir un peu sur la stack d'outils de base, évidemment, et tu pourrais peut-être nous partager ça aussi, mais en fonction des besoins, en fonction du projet, en fonction des profils des personnes qui vont mener ce projet, la stack d'outils n'est pas la même. Mais est-ce que tu as un peu des outils pour toi ou c'est les outils de base à avoir en tête, à connaître et à commencer à prendre en main pour se lancer et avoir une vision 360 de la stack d'outils classique dans les grandes organisations? Alors, dans les grandes organisations, en fait, la stack, elle va être imposée, comme je l'ai expliqué. Euh, Aujourd'hui, les deux grandes différences qu'on va trouver, ce qui se passe, c'est que les DSI maintenant vont choisir soit d'utiliser du Microsoft, soit d'utiliser du Google. Mhm. À 95%, ça va être ça. Donc, suivant le choix du partenaire qu'ils vont utiliser, on va avoir accès à des outils ou à d'autres. Donc, moi, j'ai travaillé énormément avec des organisations qui avaient fait le choix de Google. Et chez Google, bah, la plupart des outils sont plutôt connotés no-code, hein. On peut faire pas mal de choses et c'est assez poussé. Il y a même une solution low-code qui est adossée à chacun des produits. Mais par exemple, on peut déjà faire pas mal de choses avec Google Forms, par exemple. Ouais. On peut collecter des données. Derrière, on peut faire un peu d'automatisation, récupérer ça dans un sheet et puis après Et pour faire automatiquement l'automatisation, envoyer tu des sers de scans. quoi? Alors pour faire l'automatisation, alors tous les outils aujourd'hui d'automatisation sont capables de se connecter à un compte Google. Dans les grandes organisations, ça va être compliqué. Donc du coup, on est obligé de le faire en low-code avec la solution qui existe enfin la Ouais. solution que propose Google, qui est AppScript. Donc là, ça demande quand même un peu de compétences parce qu'il va falloir écrire un peu de code. Mais même si on n'est pas très très à l'aise, dans la documentation, on trouve des bouts de code qu'on peut réutiliser, copier, coller et ça fonctionne. Ok, donc AppScript, c'est à savoir quoi. Si, voilà, si on veut maîtriser vraiment l'outil Google Workspace, ouais, c'est pratiquement indispensable. Moi, j'ai formé, l'année passée, j'ai formé à peu près 200 personnes sur cet outil-là, dont des Mhm. personnes qui avaient jamais fait de programmation. En 3 jours de bootcamp, ouais, ils étaient capables de faire pas mal de choses, hein. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça où tu te dis que c'est un peu enfin, super important de les avoir en tête et de les connaître? Alors toujours, ouais, toujours dans le domaine Google, ils ont un produit no-code qui est super top, qui est pas assez connu malheureusement, qui est AppSheet. Mais là c'est vraiment c'est du pur no-code parce qu'on va assembler des blocs ensemble. Je pense que c'est l'un des outils les plus aboutis en termes d'expérience développeur parce que c'est un produit qui existait que Google a racheté. Ils ont passé un peu plus d'un an à revoir l'expérience développeur Mhm. et on sent en fait l'expérience. Voilà, Google, c'est quand même eux qui ont réinventé l'expérience développement, l'expérience utilisateur, et ils ont amené ça dans leur outil. Et c'est ouais, c'est un super outil. Donc voilà, tous ceux qui sont en grande organisation, dans des organisations qui ont choisi Google,
je recommande voilà, de faire appel à l'administrateur Workspace pour savoir s'ils peuvent utiliser AppSheet. En Mhm. quelques heures, on peut monter des trucs très simples. Il doit y avoir des dizaines et dizaines de templates qui sont prêts à l'usage et qui correspondent à la plupart des besoins qu'on peut avoir. Trop bien. Ça nous donne des bonnes billes d'outils à aller tester et à se former dessus. C'est trop bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que ces deux grands-là que tu nous as partagés ou est-ce que c'est plus ou moins les deux et c'est déjà bien comme ça? C'est les deux que j'ai rencontrés dans la plupart des organisations où j'ai pu intervenir. Sur certains projets, en fait, on avait demandé à utiliser d'autres produits comme Airtable, par exemple, qui nous Ouais. permettaient de pas avoir à demander d'accès à une base de données SQL. Voilà, c'était un peu plus simple. Et en fait, c'est des outils qui sont pas encore assez reconnus par les DSI, donc Mhm. ils sont pas implémentés, malheureusement. Ok. Super clair. On a une question dans le chat d'Amélie sur l'écriture de AppSheet, mais ce qui me fait me dire que peut-être tu peux nous faire une mini démo de comment se lancer rapidement dans AppSheet, des fonctionnalités les plus simples, les plus utilisées et de ce que ça peut apporter. Je vais vous montrer un petit truc, ouais. Euh, Trop bien. Bon, je Merci, suis pas Mickaël. un grand pro d'AppSheet parce que j'ai pas passé encore assez de temps dessus, mais je vous Mais tous les montrer jours, tu très passes plus de temps. rapidement. Faudrait que je m'y remette en fait. Alors voilà, ça c'est la console admin d'AppSheet. Bon, j'ai créé un petit projet, mais voilà, très simplement comme tous les outils Google, si on fait Create, voilà, App, et en fait on peut démarrer très rapidement avec un template. Et je vais vous montrer, ouais, hop, comme il vient de m'ouvrir une nouvelle page, des templates, il y en a un bon paquet. Il y a vraiment, et c'est des trucs très 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 aboutis hein, et qu'on peut facilement utiliser. Alors je vais revenir parce que j'en ai choisi un au hasard qui correspond plus ou moins à quelque chose que j'ai pu faire en plus, mais Trop pas bien. avec cet outil-là. Voilà, Facility Inspections. Moi, j'ai développé un truc assez similaire, j'en parlerai tout à l'heure hein, quand on parlait d'un cas d'usage, mais j'ai développé quelque chose de similaire, mais pas avec cet outil-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pu aller beaucoup plus vite si on avait utilisé AppSheet. Alors là, en plus, je suis dans la nouvelle interface. Je vais revenir dans. Bon, à première vue, ça paraît très compliqué. Ça peut faire peur à première vue, mais c'est pas si compliqué que ça. Chez Google, ils ont fait en sorte que ça soit simple à utiliser. Mhm. Donc, tout est bien séparé. Et là, en fait, on a déjà une application qui est fonctionnelle, hein, on peut tester ici. Alors, on n'a pas accès, on peut pas modifier l'apparence, hein, voilà, c'est pas fait pour ça. Mais très rapidement, on a accès, voilà, aux data. On peut connecter à peu près ce qu'on veut hein, au niveau des data. Ça peut être une base de données, ça peut être, par défaut, ça serait un Google Sheet, c'est ça D'accord. le plus simple. Mais on pourrait connecter vraiment tout ce qu'on a envie. Ensuite, l'UX, ça va être ce qui est visuel. On peut intervenir aussi sur les actions, rajouter des actions. Par exemple, s'il y a un numéro de téléphone qui est enregistré, on pourrait mettre une action quand on clique dessus. Alors, généralement, on utilise AppSheet pour des applications mobiles. Hein. D'accord. C'était fait pour ça. On pourrait lancer l'appel tout de suite. Il y a pas mal d'automatisations aussi qui sont possibles. Et évidemment, comme c'est un produit Google, en fait, tous les autres produits Google peuvent être connectés très rapidement. Et puis, évidemment, voilà, on a aussi accès à l'intelligence artificielle qui existe déjà depuis un bon moment chez Google. La collaboration qui est pas forcément évidente sur d'autres outils qui là fonctionne très bien. Le déploiement est très rapide. Voilà. Trop bien. On peut créer des choses très simplement au lieu d'avoir à faire un formulaire et d'écrire du script sur les formulaires, etc. Là, on crée rapidement quelque chose. Euh, et voilà, ça va être sauvegardé dans un Google Sheet. Voilà. Trop bien. Bah, ça nous donne une bonne vision de ce qu'on peut faire sur AppSheet et de comment naviguer dedans aussi. Et là, maintenant, il reste plus qu'à nous
d'aller nous amuser, de le tester comme ce que tu disais. Et je rebondis sur deux points. Le point où tu disais qu'il fallait que tu te replonges dedans, mais ça, c'est comme dans tous les outils. Oui, Évidemment, en plus, ça change super vite. Donc, en fait, il faut tout le temps le tester, voir les nouvelles fonctionnalités, voir comment ça a changé et être dedans et être vraiment les mains dans le cambouis. Et je rebondis, mais c'était il y a longtemps. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais formé pendant 2 ans. Et en fait, ça, c'est complètement en lien avec Maestro et avec Maria de manière générale, où nous, on peut être que d'accord avec toi, parce que en fait, on apprend tout le temps, tout au long de notre vie. Et au fur et à mesure, on va se rajouter des petites briques et on va construire notre chemin et avancer. Et donc, je serais trop bien que tu aies pu aussi nous le rappeler. Peut-être ce que je te propose, Mickaël, maintenant, c'est que tu puisses nous partager le cas d'usage auquel tu avais pensé pour nous donner un peu de contexte et qu'on comprenne comment tu l'avais fait et les problématiques qui étaient devant toi, quoi. ouais, avec plaisir. Alors, le contexte. Donc, grand groupe de l'énergie français. Je citerai pas le nom parce que c'est pareil, je j'ai pas eu l'accord pour le faire, donc j'en parlerai pas. Mais j'ai déjà cité le nom tout à l'heure, donc peut-être vous reconnaîtrez. Euh, donc, le besoin, directeur France voulait développer un outil pour à peu près une centaine de ses collaborateurs sur toute la France, donc des techniciens de terrain qui font des inventions chez des clients, des particuliers, des entreprises, etc. Donc pour la maintenance, on est dans de l'énergie, hein, donc la maintenance des chaudières, etc. Voilà. Et en fait, jusque-là, la plupart, les rapports étaient faits à la main. Ça paraît dingue, mais c'était fait à la main. Donc le technicien avait sa planche avec ses papiers et il remplissait tout à la main. Pour une partie des techniciens, parce que dans d'autres régions, en fait, ils avaient déjà automatisé ça. Ok. Donc le directeur a voulu simplifier un peu ça. Il y en avait marre d'avoir du papier qui allait dans tous les sens. Et le gros problème, c'est que comme il faisait à la main, le client ne recevait jamais le rapport d'intervention. Donc voilà, les clients râlaient un petit peu, ils payaient, mais ils savaient pas ce qui a été fait, donc c'était un peu gênant. Donc la DSI a décidé de développer un outil, a émis certaines contraintes. Il fallait que l'outil soit utilisable avec les outils Google et il fallait utiliser, enfin voilà, la stack qu'ils avaient proposé. Donc on avait un champ, un peu le champ libre, mais voilà, dans un espace très 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 restreint. Il fallait que ça soit utilisable sur mobile, parce que les techniciens ont leur téléphone portable. Petit écran, voilà, l'écran il fait 5 pouces, donc voilà, quelque chose de rapide, sur mobile, sur un petit écran. L'idée, c'est de pouvoir remplir un formulaire sur le form. Alors, suivant le rapport d'intervention, il y avait entre 15 et une trentaine de champs à remplir. Il fallait également que le technicien puisse choisir alors à quelle région il appartenait, qu'il puisse retrouver très rapidement les coordonnées du client, qu'il puisse choisir son type d'intervention et voilà. Et ça générait le formulaire. Il remplit le formulaire. Bon, c'est un formulaire avec des contraintes, etc. Mais derrière, c'était surtout automatiser ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait validé son formulaire, il fallait automatiquement que ça génère un PDF qui soit stocké sur un drive, qui reçoive un mail avec la copie du PDF et également le client reçoive le rapport d'intervention. Mmh. Donc, quelque chose de pas, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais avec les contraintes techniques, il fallait faire ça avec des solutions uniquement dans Google Workspace. Donc, alors, et l'autre contrainte, c'est que je suis pas arrivé au début du projet. Il y avait une autre personne qui était là et qui est partie, j'ai dû reprendre, donc j'ai pas pu proposer la solution. J'ai juste eu à développer, à récupérer le cahier des charges et à m'adapter. Sinon, je pense que j'aurais proposé du AppSheet parce que vous l'avez vu, c'est assez rapide. On n'a pas à s'embêter avec la partie visuelle et c'est adapté pour format portable. Moi, j'ai dû tout développer, donc créer une web application en utilisant Google Forms, Google Sheets et créer les automatisations qui vont avec ça. Et évidemment, les premières mises, les premiers déploiements, ça allait pas forcément très bien.
parce que la personne, le chargé de projet de la DSI, bah, c'était pas l'utilisateur final, donc ce qu'il nous demandait, ça correspondait pas à la demande initiale, donc c'était voilà, ça a pris plusieurs mois pour un travail. Au total, j'ai passé 6 jours complets de développement, mais sur une période de 5 mois à peu près. Ok, donc c'était assez Donc long. on en revient toujours, voilà, toujours au même problème, la théorie sur le product, de savoir qui fait la demande, quel est son problème, comment ils veulent le résoudre, etc. Bah, dans les grands groupes, comme on n'a pas accès généralement aux personnes qui ont fait la demande, on n'a pas ces informations-là. On Et toi, travaille tu sur pourrais les la informations qu'on demander ou nous pas? donne. Pardon? Tu pourrais demander à la personne qui, toi, te demande le projet, lui dire, OK, moi, je veux bien, mais est-ce que je peux avoir une demi-heure, 15 minutes d'échange avec ces métiers-là ou les personnes qui vont servir de cette solution où, en fait, ça se demande pas et c'est assez délicat? Bah, généralement, la personne qui fait la demande, elle est là aux premières réunions, hein. Il y a des réunions qui sont initiées par la DSI ou le chef de projet qui est rattaché à la DSI. La personne qui fait la demande est là. Là, la contrainte supplémentaire, c'est que ce directeur qui avait fait la demande, il était en congé paternité. Ah oui, OK. Voilà. Donc, on a commencé le développement alors qu'il n'était pas là. Et quand il est revenu, il a dit, bah non, ça correspond pas du tout à ce que j'avais demandé. Donc, il a fallu tout refaire, quoi. Je vois. Pas simple. Ouais, non, pas simple, pas simple. Bon, on est reparti pas de zéro, mais presque avec lui. On a passé à peu près 2 heures à repartir de zéro, à refaire le cahier des charges. Et là, c'était voilà, on a vraiment ensemble, on était à trois avec le chef de projet et lui, à trois à construire l'outil dont il avait la vision, parce qu'il avait une vision très très claire de ce qu'il voulait. Parce que issu du terrain, il savait exactement quel était ce métier, quelles étaient les problématiques et il savait exactement ce qu'il Pratique, du voulait. coup. Ah bah très pratique, ouais, très pratique. Ensuite on a fait deux séances de tests avec les techniciens, ils étaient ravis de ce qu'ils avaient. Et puis comme ça leur convenait, ils ont même demandé des fonctionnalités supplémentaires. Trop bien. Et du coup, tu leur as mis quoi en place? Alors, comme c'est pas moi qui ai choisi, au départ on est parti sur un Google Form. Alors, pas un Google Form très simple, mais un Google Form avec du script derrière qui met à jour les champs, plus un Google Sheet qui sert de base de données, enfin deux Google Sheets qui servent de base de données, et pas mal d'automatisation avec Google Apps Script. Et sur ce projet, du coup, c'est quoi un peu les apprentissages que tu as eus? Est-ce que ça t'a permis de, d'apprendre pour la suite, les recommandations que tu aurais avec du recul aussi pour ce projet? Alors vraiment le recul, les plus gros apprentissages que j'ai pu avoir sur tous les projets, et c'est vraiment lié au product, parce que généralement, la technique, on trouve toujours des solutions quand on a des problèmes techniques. On trouve, même quand on a des grosses contraintes comme là, en fait, on trouve la solution, on va se creuser la tête. Il y aura toujours moyen de faire avec. Par contre, dans tout ce qui est product, en fait, on va gérer de l'humain. Mm. Mm. Et voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, savoir être un peu plus, voilà, être souple et puis voir venir en fait les problèmes liés à l'humain. Généralement, la personne qui fait la demande, très rarement, hein. Là, c'était vraiment pas le cas sur le cas dont j'ai parlé, mais les personnes qui font les demandes n'ont pas conscience de l'étendue du problème auquel ils veulent avoir une solution. Donc, il faut poser un maximum de questions. Moi, j'utilise une technique, c'est les 5 pourquoi en fait. C'est la personne me dit ça, je lui demande pourquoi ça, et puis je vais jusqu'à pourquoi, jusqu'à 5 fois. Et en fait, là, la personne, soit vraiment son besoin, vraiment, il existe et il est important, ou soit elle se rend compte que c'est pas ça le problème et qu'il y a un autre problème à côté. Super clair. Et toi, dans ce projet-là, par exemple, que tu nous partageais, est-ce qu'à un moment ou dans d'autres projets, ceci dit, hein, mais est-ce que tu as toujours en tête des outils qui vont pouvoir, des outils no-code, low-code qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir répondre aux besoins? Comment tu fais si là, comme ça, ils ne te viennent pas forcément et tu te dis, ah, mais zut, je vois pas forcément comment je vais pouvoir le faire. Comment tu fais ta veille d'outils, en fait? Alors moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les problèmes qu'on peut avoir, problèmes techniques, on n'est jamais le premier à avoir ce problème-là. Il y a toujours eu quelqu'un qui l'a eu avant nous, d'une façon ou d'une autre, même avec une autre stack. Voilà. Donc,
Google, c'est le meilleur ami qu'on puisse avoir quand on fait du développement. Il suffit de savoir bien exprimer son besoin, sa question. Généralement, c'est même préférable de le faire en anglais. Il y a beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français. Et on trouve toujours. On trouve toujours. Et si on trouve pas, généralement, c'est un problème de mots-clés parce qu'on n'a pas la bonne expression. Après, il faut avoir des amis qui font la même chose que nous. Et puis, leur envoyer des petits mails ou les contacter sur LinkedIn. Moi, ça m'est déjà arrivé de contacter des personnes, voilà, pas forcément des proches, mais je vais appeler ça des collègues et de leur demander, de leur dire, là, je suis un peu bloqué, je comprends pas ce qui m'arrive, etc. Parce qu'après, quand on est focus sur son problème, euh, on n'a plus cette capacité d'abstraction et assez de recul pour voir le problème par lui-même et voir dans quel sens l'attaquer. Donc, c'est à ce moment-là où il faut quelqu'un qui nous remette un peu sur les rails et qui nous aide à voir d'une autre façon le problème. Ouais, mais ça, enfin, je suis tellement d'accord sur échanger avec d'autres personnes. C'est aussi ce qu'on fait enfin, dans tous nos programmes, en fait, nos intervenants, c'est des personnes du métier et qui ont tellement besoin d'échanger, de voir dans leur cas les ressources qu'ils avaient eues, comment ils ont pu se débloquer, leur vision. Et en fait, ça nous permet tellement d'apprendre, mais au quotidien d'ailleurs, en dehors des formations, juste de pouvoir parler avec des personnes qui vivent les mêmes problématiques que nous, soit Mm. pour se sentir moins seul, parce qu'en fait, par moment, les exprimer tu vas trouver toi-même ta solution ou tu vas pas trouver ta solution mais tu vas te sentir moins seul et où tu vas apprendre par eux et carrément d'accord. J'ai une question. Juliane a une question qui demande est-ce que l'implication de Zapier pour l'automatisation du PDF et de l'envoi du mail a déjà posé un problème alors là c'est en anglais mais GRPD du coup attends je suis complètement perdue sur la traduction, parce que c'est la traduction anglaise, et donc maintenant la traduction française, c'est RGPD, voilà. Pour RGPD, ouais. l'entreprise, pardon. Alors, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple de pouvoir le faire avec Zapier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes organisations, enfin, en tout cas, les organisations qui ont choisi Google Workspace, ils ont aujourd'hui des administrateurs Google Workspace. On sécurise un maximum et on limite le nombre d'applications qui peuvent se connecter aux applications Google. Donc, moi, par exemple, j'ai un compte Google Workspace. J'ai limité, je dois avoir 3 ou 4 applications qui peuvent se connecter avec mon compte. Par exemple, Calendly, voilà, je l'ai autorisé. Mais la plupart du temps, c'est pas possible. C'est pas possible, sauf si l'administrateur l'autorise. Même, ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est que des add-ons, on peut pas les télécharger. Si on est un simple utilisateur, on peut pas les télécharger si l'administrateur n'a pas autorisé. Alors, je suis pas certain que c'est un lien avec le RGPD. Je pense que c'est plus lié à la confidentialité des données et aux failles de sécurité. Ok, super clair. Et je vois que le temps file, Mickaël, mais j'ai une question avec toi, ta vision du no-code, low-code quand tu as démarré, avec ta vision de ce que tu vois aussi dans l'implémentation dans les différentes organisations, du coup, que ce soit les grandes organisations, mais aussi, tu vois, tu disais tout à l'heure que par moment, tu aimais bien prendre des projets plutôt start-up, PME, et du coup, ce que tu penses du no-code, low-code, mais c'est quoi ta vision pour l'avenir du no-code, low-code? Alors, ça va dépendre toujours du type de profil, hein, suivant ce qu'on a besoin de faire. Ce que je vois, c'est que pour les citizen développeurs, il y a énormément de solutions. Elles sont de plus en plus simples à utiliser, notamment avec l'intelligence artificielle qui est adossée à ces outils-là. Donc, j'imagine que dans un avenir très proche, voire demain, il suffira de demander, par exemple, à un chatbot, à ChatGPT, par exemple, ce qu'on veut faire, et il va nous créer l'outil. Voilà, je pense que ça, c'est peut-être déjà dans les tuyaux même. Après, pour tous ceux qui font du développement d'applications logicielles, d'applications métiers, etc., on a des nouveaux produits qui arrivent, qui sont un peu plus poussés. Et notamment, c'est plus des outils juste no-code, c'est des outils low-code qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Je pense à Noodle, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui se positionne comme le concurrent de Bubble. Pour plein de raisons, Bubble, ça devient un peu l'enfer à utiliser. Et en fait, Noodle a vu les problématiques des développeurs Bubble et a apporté une solution. Ils font rien de plus, mais ils le font différemment. Et surtout, il y a cette possibilité de faire du low-code. Et on est vraiment dans un espace très visuel, avec une expérience de développement qui est super.
Donc l'avenir, à mon avis, c'est pas juste le no-code, enfin le no-code pour citizen developer, mais pour tous ceux qui font du développement, tous ceux qui sont des développeurs, on va avoir de moins en moins besoin d'écrire du code. On va utiliser des outils très visuels qui vont nous permettre de faire, allez, 75-80% du boulot. Et pour tout ce qui est très particulier, ben, on écrira les scripts dont on aura besoin. Super clair. J'ai mis dans le chat l'écriture de Noodle aussi. Et évidemment, toutes les infos que Michael partage seront dans un mail récap que vous recevrez dans la journée ou demain, si je dis pas de bêtises. Je rebondis aussi sur le moment où tu disais que quand tu es un peu coincé, tu échanges avec des personnes du métier. Est-ce que justement, par moment ou de plus en plus, ou pas du tout, est-ce que tu te sers de chat GPT pour avoir les réponses à certains points bloquants? Alors, je l'ai utilisé, je pense, un peu comme tout le monde par curiosité, mais pas encore pour la partie technique. En fait, avant d'avoir ChatGPT comme on l'a aujourd'hui, donc c'était il y a 2 ans à peu près, on avait une version pour les développeurs qui s'appelle Copilot, Ok. qui est un produit de chez GitHub. Et en fait, on commençait à écrire du code et il nous proposait toute la suite. Et bon, derrière, c'est vraiment la même technologie. Et du coup, je suis resté, je l'ai encore, hein, j'ai encore Copilot quand j'écris du code, je peux encore l'utiliser. Mais ChatGPT, je l'ai plus utilisé pour avoir des réponses sur les aspects marketing du travail ou voilà, j'ai joué avec plutôt. Ok. Et autre question, mais là on bifurque un peu, mais ça m'intéresse du coup parce que ChatGPT, c'est les infos, c'est pas des infos de 2023, donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est que je suppose peut-être que là où ça pose problème, c'est comme c'est pas forcément les infos qui sont mises à jour là dernièrement pour des outils qui évoluent si vite, c'est peut-être toujours un peu pas forcément les plus à jour quoi. Ceci dit, je suis en train de. Bah, côté technique, du code reste du code, hein, il n'y a pas non plus de grosses évolutions. Donc, je pense que ça pose pas de problème. Voilà, quand on a besoin d'un bout de script, il fonctionnera. Même Mhm. s'il serait écrit différemment, il fonctionne. Voilà, c'est plus important, c'est qu'il fonctionne. Euh, la problématique, elle serait peut-être plus liée à la sécurité, quoi. Si on a un bout de code où il y a une faille de sécurité dedans, ouais. Ouais, ok, super clair. Et est-ce que tu as, Michael, un dernier conseil, un dernier partage, un dernier n'importe quoi que tu as envie de partager aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour comprendre comment est-ce qu'on peut déployer le no-code à l'échelle et comment se lancer je sais pas, un conseil à avoir en tête, quoi. Oui, formation, auto-formation en fait, hein. Rester, développer ses compétences, pas juste sur les outils. Les outils, c'est juste des outils, hein. C'est pas eux qui font le job. Derrière, il y aura toujours des humains qui font du no-code et les humains ont besoin d'avoir les connaissances de base parce que même si on assemble des blocs ensemble, du no-code, ça porte pas bien son nom parce que c'est quand même du code, mais c'est Ouais. juste du code visuel. Et derrière, ça écrit à notre place le code, le script. Et comprendre comment ça fonctionne sous le capot, c'est super important parce que au lieu d'assembler un bloc rouge et un bloc bleu, par exemple, on va comprendre que les deux, ils sont pas compatibles et il faut juste mettre deux rouges ensemble ou deux bleus ensemble. Et ça passe par les connaissances de base. Pas besoin de les maîtriser, mais juste les comprendre. Donc, Ouais. comprendre comment fonctionne Internet, les protocoles hein, comme HTTP, comment fonctionne une API, comment fonctionne une base de données. Voilà, juste avoir ces connaissances. Jamais on demandera à un no-codeur ou un low-codeur d'écrire tout le script qui va permettre de connecter le front-end au back-end. Quasiment, on n'a plus besoin de le faire. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, on va beaucoup plus vite et on va plus loin. Trop bien, c'est une très très belle phrase. Merci beaucoup, Mickaël. Du coup, pour résumer un petit peu là ce que Mickaël nous a partagé, il nous a partagé évidemment beaucoup de choses. Je vais juste rebondir peut-être sur les deux points à garder en tête quand on lance du no-code, low-code ou un projet no-code, low-code dans les grandes entreprises. C'est attention parce qu'il y a une partie sécurité de la donnée et il y a un nombre entre guillemets limité aussi d'outils différents potentiels dont on peut se servir. Donc ça, c'est un peu les deux pains à avoir en tête avant de se lancer. Un gros point que tu as pas mal cité aussi, et franchement, je trouve que ça fait du bien qu'on revienne aussi sur le point qui est le point de l'humain, de vraiment revenir aux besoins avant de se lancer dans une solution, de revenir sur le problème avant du besoin d'ailleurs même, mais vraiment qu'est-ce qui est difficile et pourquoi on est là aujourd'hui, et revenir sur le why et sur la gestion du why avec les différentes parties prenantes
pour avoir vraiment la vision 360 du problème. Et je me suis aussi notée sur la partie Google est ton meilleur ami et surtout pas rester bloqué seul. En fait, il y a pour moi et pour Mickaël, du coup, une énorme partie de l'apprentissage qui n'est pas un apprentissage forcément qu'individuel quand on est coincé. La force du collectif, elle est hyper importante, la force d'une communauté, mais la force de Google de poser des questions, de sortir de son réseau, d'aller parler à des gens qu'on connaît pas sur LinkedIn pour leur demander eux comment ils font, c'est une partie qui est super, super importante et franchement, on peut que être d'accord avec Maria Schools et Maestro là-dessus. Et le dernier point, quand tu nous as dit que le conseil, c'était la formation. Évidemment, j'ai fait une blague sur le chat en disant venez vous former avec la formation no code. Mais oui, je suis complètement d'accord. Apprendre et la formation, c'est pas que dans des organismes de formation, même si nous, on est plus que ravis de vous avoir avec nous. Il y a des personnes là qui suivent la formation actuellement qui pourront vous partager aussi leur retour d'expérience, mais continuer d'apprendre. Ça, c'est un point qui est super important pour nous. C'est le fait que l'apprentissage, il est partout autour de nous. Dans un podcast, dans un article avec une personne avec qui on travaille, avec des amis. Le but, c'est juste d'aller apprendre de nouvelles choses, de poser des questions et de s'intéresser et de nourrir sa curiosité. Donc, merci aussi, Mickaël, de nous avoir remis le doigt et d'avoir repointé ces éléments-là qui sont super importants, qui peuvent être par moments aussi oubliés, qui vont au-delà de la technique. Et puis, bien sûr, un autre point qui est important aussi pour les outils, c'est pratiquer. Il n'y a pas de recette magique. Un outil, on le connaît par cœur et on peut vachement bien le gérer si on le fait. Et puis, si pendant 2 ans, on s'en sert pas, bah oui, c'est sûr, il aura évolué et du coup, son utilisation aussi. Et du coup, nous, notre maîtrise de l'outil aura aussi évolué, mais à la baisse. Donc, voilà. Merci encore, Mickaël, d'avoir été avec nous pendant ces 45 minutes. Merci de nous avoir partagé toutes ces informations-là, tous ces éléments-là. C'était super intéressant. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous pendant ce Maestrix. On a vachement bien respecté le timing et je suis fière parce que par moment, on peut un peu se perdre. Donc, merci à vous. On vous souhaite un très bon déjeuner, une bonne après-midi. Si vous avez des moindres questions, vous n'hésitez pas. On organise plein d'événements, des Maestrix toutes les semaines sur différents sujets. On a les replays sur la chaîne YouTube aussi. Donc, allez vous abonner à nos pages LinkedIn, allez sur notre site internet pour avoir toutes les infos de nos events passés ou de nos events à venir ou des events des autres écoles aussi. Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bon après-midi. Au revoir.